Je vous propose de continuer cette série de podcasts consacrés au style rhétorique, au climat affectif des homélies socialistes, en parlant aujourd'hui du général UFA. Le général UFA est un personnage célèbre de la dynastie Song qui a vécu entre 1103 et 1142, symbole de courage, de dévouement, de loyauté, et Xi Jinping en parle dans un discours. Xi Jinping a dit publiquement « Dans mon enfance, j'ai lu une dizaine de volumes de la biographie de UFA en bande dessinée. L'un d'eux parle du tatouage de la mère de UFA et l'expression « donner le meilleur de soi à l'État » m'avait fait une profonde impression. En tant que parent et chef de famille, il faut transmettre une belle conception de la vertu aux enfants, développer intégrité morale et caractère inflexible, les aider à se former un bel esprit, stimuler leur sain épanouissement, de sorte qu'ils puissent en grandissant être utiles à l'État et au peuple. Donc ici on voit bien que cette confidence concernant des lectures d'enfance n'a rien d'absolument extraordinaire ou extravagant, c'est plutôt un hommage tout à fait compréhensible à la culture commune et à un personnage qui est un symbole de justice. On voit bien ici comment l'imaginaire individuel et collectif vient compléter et saturer en quelque sorte d'émotions le discours rationnel, mais on aura noté que le héros choisi ici pour l'explorer est le général UFA et non pas Sun Wukong, que tous les enfants chinois connaissent aussi pourtant. Sun Wukong, c'est l'un des héros du romancier Wu Chenggen dans le pèlerinage vers l'ouest, Xiaoji en chinois, que vous pouvez trouver traduit dans la collection de la Pléiade, traduit en français, et peut-être plus connu d'ailleurs en français dans la variation japonaise qui en est présentée par les mangas, qui le présentent sous le nom de Son Goku. Son Goku étant la prononciation japonaise du chinois Sun Wukong. Alors pourquoi UFA plutôt que Sun Wukong ? Bien parce que Sun Wukong, qui est aussi un champion de la justice, c'est quand même, ce roi des singes, un personnage impulsif et assez irrévérencieux, notamment à l'égard de l'empereur de Jade, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et il ne faudrait évidemment pas trop flatter cet esprit de rébellion. Voilà, donc on peut imaginer qu'il y a des raisons profondes de ce choix de UFA contre Sun Wukong. La référence personnelle à UFA est peut-être sincère, il n'y a pas de raison d'en douter, mais en réalité, nous n'en savons pas grand-chose. Toutefois, elle n'est pas neutre, vous le voyez, puisque, comme je vous le montre, à partir de la culture chinoise, d'autres choix auraient été possibles, et il n'y a pas non plus de raison de douter qu'elle était intentionnellement sélectionnée parce qu'elle sert particulièrement l'objectif de mobilisation et de conversion politique visé par l'ensemble de la doctrine Xi à l'endroit des Chinois. Si le rêve chinois est le rêve de tous les Chinois, c'est parce que tous les Chinois ont des rêves qui mobilisent ces énergies archétypales qui sont concentrées dans ces héros de la littérature chinoise. Xi Jinping choisit de rappeler et d'amplifier celles qui sont susceptibles d'aider à l'intégration dans le mythe collectif en construction, d'aider à l'intégration de la plus grande quantité d'énergie psychique disponible. Bon, on peut écarter toutes ces questions comme dignes d'un intérêt philosophique en politique, considérant que ça ne concerne que la propagande, une propagande de bas étage, mais je les étudie d'un point de vue littéraire, sans jugement appréciatif ni dépréciatif, simplement parce qu'il faut bien comprendre qu'un discours politique ne peut pas se passer d'une force motivationnelle. Un discours politique est une action, il a pour fonction d'inciter ou de dissuader. Et il est donc intéressant de comprendre d'où il tire cette force de persuasion. Bon, alors on a pu parler de romantisme révolutionnaire pour qualifier le style de Xi Jinping dans les 3 tomes de la gouvernance de la Chine. Je pense notamment à John Garnaut qui a écrit, je le cite, « Officiellement, Xi Jinping parle de ce qu'il a subi pendant la révolution culturelle comme une épreuve volontaire et romantique, semblable à celle que vivaient les héros de la littérature stalinienne qu'il dévorait. » John Garnaut écrit cela dans Chine, vie mythique et zone d'ombre du nouveau leader Xi Jinping dans Slate.fr du 8 décembre 2012.
Alors un style romantique, oui, il y a un certain romantisme socialiste sous la plume de Xi Jinping, mais révolutionnaire, certainement pas, et c'est la raison, comme je viens de vous le montrer, pour laquelle, je crois, UFA est plus indiqué que la référence à Sun Wukong. C'est-à-dire un héros symbole de justice, oui, mais plutôt dans le style de la loyauté et de la fidélité à l'État que dans le style rebelle du roi des singes. Le style de Xi Jinping, c'est toujours celui de l'exhortation à l'unité. Alors oui, il y a de temps en temps un certain lyrisme et un certain appel à l'imagination, mais c'est toujours dans le sens d'un encouragement à contribuer positivement. Qu'il s'agisse de la politique de la famille sur laquelle ne peut manquer de se fonder ce renouveau confucéen de Xi Jinping ou des professions de foi de pacifisme adressées aux organisations internationales quand Xi Jinping parle devant l'ONU ou à Davos, etc., nous y reviendrons, le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère se donne comme un nouveau manifeste. Alors, je vous lis l'extrait d'un discours de Xi Jinping qui dit « Si le peuple a la foi et la nation l'espoir, l'État est puissant. Pour réaliser le rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise, il faut abondance de nourriture matérielle et aussi de nourriture spirituelle. Si nous voulons avancer inlassablement, il faut faire de l'édification de la civilisation spirituelle socialiste la garantie d'un renforcement ininterrompu, d'une puissance spirituelle accrue, d'une éthique nourrissante pour chaque ethnie de la nation. » Fin de citation, vous trouvez ça au tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 403. De nombreux chapitres des 3 tomes de la gouvernance de la Chine sont écrits dans ce style lyrique d'une auto-célébration du socialisme et de la culture chinoise, dans le but d'exalter la foi. Le terme est prononcé et énoncé par Xi Jinping lui-même. La foi, c'est Xinyan ou Xingnian en chinois, comprise comme moteur ou catalyseur d'un rayonnement. Le terme employé par Xi Jinping, c'est le terme de Hongyang, ou de puissance aussi, Lilian en chinois. Ne pourrait-on pas parler d'homélie politique pour caractériser ce style? C'est l'hypothèse que je fais. Une homélie, vous le savez, c'est un commentaire circonstancié portant sur des références religieuses autorisées. Or, Xi Jinping se réfère aux traditions chinoises dont il entend porter haut l'étendard, comme il le dit lui-même, Gaoju Qizhi, expression qu'il emploie à tour de bras, face à d'autres valeurs elles-mêmes exaltées sur un plan religieux, notamment les valeurs de la finance globalisée de la superclasse mondiale. Et s'il est besoin d'un discours spirituel ou religieux d'une telle force, c'est parce que en face, vous le savez sans doute, cette finance globalisée, cette superclasse mondiale exalte aussi ses valeurs sur un plan religieux. J'en veux au moins pour preuve cette affirmation du PDG de Goldman Sachs, Lloyd Craig Blankfein, qui disait, je le cite, « Je ne suis qu'un banquier faisant le travail de Dieu ». Vous trouvez ça dans un article de Mediapart du 4 septembre 2010. « Je ne suis qu'un banquier faisant le travail de Dieu ». Bon, il y aurait peut-être la matière à discussion en regard du travail de Max Weber. Vous vous souvenez, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il n'existe pas de doctrine politique profonde qui, en Chine ou en Occident, ne se fonde dans une sorte de théologie, que les masses et le grand public en aient conscience ou pas. Outre Max Weber, c'est aussi à Gilbert Durand ou à Jung qu'on peut se référer pour souligner, si vous voulez, que des énergies archétypales se reflètent dans le récit et les décisions politiques des hommes de notre temps. Il faut en avoir conscience et l'ignorer est dangereux, comme le dit Jung, dont je voudrais citer un extrait de Présent et Avenir, un texte dans lequel l'auteur souligne l'ambivalence dangereuse des archétypes, raison pour laquelle il faut les connaître. Et Jung diagnostique, je cite, dans le triomphe de la déesse raison, une névrotisation générale de l'homme moderne, c'est-à-dire une dissociation de la personnalité en tout point analogue à la dissociation actuelle du monde. C'est même devenu, continue Jung,
une tâche politique et sociale que de décréter que le capitalisme des uns et le communisme des autres sont devenus réciproquement une incarnation du diable. Fin de citation, vous trouvez ça donc dans Présent et Avenir, page 64. Les idéologies concurrentes dans le monde, faute de se rendre justice par une analyse raisonnée, raisonnable de leurs fondements métaphysiques ou théologiques, eh bien, se jettent à la figure des anathèses, se diabolisent, se criminalisent mutuellement. C'est bien dommage parce que cette méconnaissance mutuelle est probablement l'une des causes des guerres mondiales qui ont dévasté l'Occident et la planète au XXe siècle, et c'est la raison pour laquelle on peut peut-être y remédier en apportant un peu d'intelligence à ces doctrines. Et je vous propose de nous retrouver dans un prochain podcast pour en continuer l'analyse. Belle journée à tous en attendant.